Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur Tandem TV pour la deuxième partie de notre chronique Jewish Story concernant la responsabilité de Philippe Pétain sur la déportation des Juifs français et bien sûr toujours en compagnie de notre expert Jérôme Attal. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Jérôme, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais reprendre en quelques mots la première partie, les éléments principaux de ce qu'on a vu sur la première partie de cette émission. On a parlé de l'arrivée au pouvoir de Philippe Pétain, de la montée en puissance des lois anti-juives, au départ visant les juifs étrangers, puis on a vu rapidement que ces lois anti-juives visaient non seulement les juifs étrangers, mais les juifs français, que Philippe Pétain a signé de sa main plusieurs décrets contre les juifs, que les lois anti-juives allaient au-delà des exigences des Allemands. On a parlé des premières rafles, années 40, années 41, et là on arrive à la moitié de l'année 1942 et un événement dont l'histoire va se rappeler qui va changer énormément de choses, la rafle du Veldiv. Et le pire, effectivement, arrivera les 16 et 17 juillet 1942. C'est la rafle du Veldiv. Ces dates marqueront incontestablement les esprits, devenant l'événement marqueur qui, à lui seul, condamne sans aucune réserve le gouvernement de Vichy. C'est consciemment du sort qui est réservé aux Juifs, qui, à cette date, n'est plus un secret pour personne, comme nous l'avons démontré à plusieurs reprises dans l'émission précédente. Les horreurs des camps, des ghettos, gazages, expériences médicales et autres exactions sont connues. Que la préfecture de police de Paris co-organise avec Vichy et réalise sans la moindre participation allemande la rafle du Veldiv, diminutif du Vélodrome d'hiver situé à Paris dans le 15e arrondissement. Je répète que pas un seul soldat allemand ne prit part à la rafle du Veldiv. Tout a été pensé jusqu'au moindre détail. Jamais une opération de police n'avait été aussi minutieuse dans sa préparation. Si Laval et Bousquet n'avaient pas mis toute la puissance de l'État et de son administration dans cette opération et celles qui y ont suivi en zone libre, le bilan des rafles aurait été moins lourd et la faute morale de la France aurait été évidemment moins grande. 4500 policiers parisiens sont mobilisés. Donc on parle d'une rafle organisée par des policiers, des gendarmes français. 4500, pas un seul soldat allemand. Maintenant, soyons très clairs, quels sont les objectifs de la rafle du Veldiv ? L'objectif est de déporter des familles entières, femmes et enfants compris, et non plus seulement les hommes. Vichy établit 27 391 fiches d'arrestation pour cette rafle, principalement visées des étrangers, des apatrides, c'est-à-dire des juifs allemands, autrichiens, polonais, tchécoslovaques, russes, hommes de moins de 60 ans et femmes de moins de 55 ans. Mais aussi, souvenez-vous du document manuscrit que Pétain effaça de sa main la ligne qui protégeait les juifs descendants des juifs nés en France ou naturalisés avant 1860, créant ainsi des apatrides, et donc de facto, plusieurs centaines de Français figureront dans cette liste. Et dès le premier jour, de 4 heures du matin à 17 heures, 11 363 juifs sont arrêtés. À la fin de la rafle, le lendemain, le bilan officiel à 13h15 fait état de 12 884 juifs arrêtés. Parmi eux, 3 031 hommes, 5 802 femmes, 4 051 enfants de moins de 16 ans. Chaque juif devra emporter avec lui une valise comprenant une paire de bottes, 2 paires de chaussettes, 2 chemises, 2 caleçons, un vêtement de travail, un pull, des draps, des couvertures, un gobelet, une gamelle, des ustensiles de toilette et des vivres pour 2 ou 3 jours maximum. Une fois les appartements vidés, les policiers français devaient vérifier que tous les compteurs soient fermés et remettre les clés au concierge. Malgré que les Allemands n'avaient pas réclamé les enfants de moins de 16 ans, 4051 enfants sont arrêtés, dont les 3/4 sont des citoyens français à part entière, nés et scolarisés à Paris. Ils ont des droits que Vichy n'a jamais fait valoir auprès de l'occupant. Jamais la nationalité française de ces enfants n'a été considérée.
Aucun juif n'y échappera. Même les anciens combattants de la Grande Guerre et les infirmes ne seront pas épargnés. Donc on parle de 12 884 juifs arrêtés. Et à partir de cette date, à partir de la date du Veldiv, l'excuse de la nationalité ne tient plus. Tous les juifs sont raflés, les juifs français et les juifs étrangers. On peut donc dire avec certitude que la rafle du Veldiv au mois de juillet 1942 marque un tournant indiscutable dans la politique de Vichy vis-à-vis des Juifs. Indiscutablement, tu l'as dit, une ambiance de fin du monde pèse sur Paris. Il y a des pleurs, des gémissements, des hurlements, des supplications, des négociations, des crises de nerfs, des tentatives de suicide aussi. Certains juifs auront la chance d'avoir croisé des policiers qui n'avaient pas perdu toute humanité, les laissant s'échapper volontairement. À la fin de la guerre, des survivants rapporteront des témoignages de policiers les prévenant de l'imminence de leur arrestation. Les policiers complaisants n'ont pas défoncé de porte et ne sont pas revenus une deuxième fois quand ils n'ont trouvé personne. Les policiers pouvaient, et certains l'ont fait, sauver des vies. Arrivés au Veldiv ou au camp de Drancy, le cauchemar ne fait que commencer. Évidemment, aucun confort ne sera accordé à ces déportés responsables de la pire des monstruosités, être juif. Comme des animaux dans une étable, on les fait dormir sur la paille, sans eau, sans nourriture. Et pour ceux qui est des sanitaires, insalubres ou improvisés, en attendant l'autorisation de Berlin de déporter les enfants de moins de 16 ans, les adultes partent les premiers, abandonnant contraints et forcés leur progéniture. Plus tard, les enfants séparés de leurs parents seront déportés à leur tour et envoyés dans les chambres à gaz avec des inconnus. Au total, 12 884 hommes, femmes et enfants, juifs polonais en majorité, ont été arrêtés par la police française, puis transportés au camp de Drancy, mais aussi à la salle des sports du Veldiv. En attendant leur déportation vers Auschwitz, seulement une centaine survivra. Le taux de réussite de l'opération est pourtant inférieur à la moitié sur les 27 400 personnes visées. Alors, question provocatrice. Comment ça se fait que ce taux de réussite soit inférieur aux objectifs? Et de la deuxième question, est-ce qu'on doit ça grâce, entre guillemets, à Philippe Pétain? Évidemment non. Souvenez-vous quand j'expliquais que d'un arrondissement à un autre, le bilan des arrestations a pu varier du simple au triple. En voilà encore une preuve. Au sein de la préfecture de police, les fuites étaient fréquentes. Il est convenu que les endroits où les Juifs étaient les plus concentrés, ils ont été prévenus de la prééminence du danger. Prévus et ont pu s'échapper. Encore une fois, d'un arrondissement à un autre, le résultat de l'opération varie ostensiblement. On peut citer par exemple le résultat spectaculaire du 18e arrondissement où le taux d'arrestation n'a été que de 43%. Pour 2075 juifs recherchés. Cela bien sûr agacé les commissaires qui faisaient de la collaboration un devoir au mépris des vies humaines. On peut citer l'exemple d'un jeune commissaire qui menaçait de signaler les gardiens de la paix qui reviendraient bredouilles de la chasse aux juifs. Preuve de l'efficacité des fuites. Et lorsque les policiers de certains arrondissements devaient forcer les portes des domiciles des Juifs qui ne répondaient pas, il leur suffisait d'avoir la complicité des concierges pour que les agents s'abstiennent et quittent l'immeuble. Il faut au passage saluer aussi le courage de certains concierges dont on ne parle pas, selon moi, suffisamment. Et d'autres fermeront les yeux et laisseront les Juifs s'enfuir, mais sans se l'avouer. La grande majorité des Juifs raflés lors du Veldiv, le moment précis de leur arrestation signifiait bien une condamnation inéluctable vers la mort. Alors, suite à la rafle du Veldiv, est-ce qu'on a des chiffres précis sur les Juifs français déportés? Oui, aussitôt après, dès le 19 juillet, dans le convoi numéro 7 du camp de Drancy vers le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, et malgré l'accord qui avait été conclu avec le gouvernement français de déporter exclusivement les Juifs étrangers, pourtant, 28 Juifs français figurent parmi les déportés de ce convoi.
Et cela va continuer tout au long de la guerre. Le lendemain, le 20 juillet, un autre train quitte la gare d'Angers par Auschwitz. À son bord, 823 juifs, dont 201 Français. On a parlé des rafles, on a parlé des déportations, on a distingué jusqu'à présent les juifs étrangers des juifs français. Maintenant, on va se poser une autre question. Est-ce qu'il y a une volonté de rafler les enfants? Explicitement, le même jour, pendant que la police française est en train de rafler, l'administration française exprimait son souhait de pouvoir déporter également les enfants. Or, à cette période, les nazis ne réclament que les adolescents de plus de 15 ans. Suite au souhait du gouvernement de Vichy d'avoir l'autorisation de pouvoir déporter aussi les enfants, le 13 août, Berlin va enfin accorder par écrit cette autorisation si chère à Pétain. Aucun enfant juif déporté ne reviendra. Ceux qui ont échappé à cette rafle ne connaîtront aucun répit. Nombreux seront arrêtés les jours suivants dans d'autres rafles ou victimes de dénonciations. La police municipale et la préfecture de police vont faire montre d'un zèle particulier à arrêter les juifs. Du 15 au 25 août 42, le régime de Vichy transfère les enfants vers les camps de Pithiviers et Bonne-la-Rolande, vers Drancy, d'où ils seront déportés vers Auschwitz-Birkenau par les convois 20 à 26. Je le redis encore, aucun des enfants déportés n'est revenu. Quel est le bilan précis de ces rafles? Est-ce qu'on a des chiffres, des preuves irréfutables? Oui. À l'issue de ces rafles, 26 000 juifs ont été déportés vers Auschwitz. Le 26 août 42, soit 6 semaines après la rafle du Veldiv, la haute administration de Vichy, la police de Bousquet, planifie à sa seule initiative une rafle en zone libre. 6 584 juifs étrangers sont arrêtés. Ils seront ensuite transférés vers le camp de Drancy avant d'être déportés vers Auschwitz pour y être assassinés. Cette rafle est injustement passée sous silence et est pourtant importante du seul fait exclusif de la responsabilité de la France. Encore une fois, c'est grâce aux fuites que plus de la moitié a réussi à s'échapper au préalable. C'est dans le même esprit de résistance des policiers ou concierges que le 29 août 42, le général de Saint-Vincent, gouverneur militaire de Lyon, refuse de mettre ses soldats à disposition de l'intendant de police en vue d'aider au transfert des Juifs raflés vers Drancy et de déclarer « Jamais je ne prêterai ma troupe pour une opération semblable ». Évidemment, il a été mis à la retraite d'office. Mais aussi grâce à des protestations publiques d'évêques qui s'insurgeaient contre les rafles. Ils ont contraint le gouvernement de Vichy à mettre un frein à sa politique de collaboration. Et pourtant, la déportation des Juifs français va continuer, comme dans le convoi numéro 34, comprenant 350 Juifs français. Et à chaque fois que cela se produit, Vichy laissera faire. Dans le convoi numéro 35, c'est des enfants juifs qui seront déportés. Le plus jeune n'a que 2 ans. Le chef de la police de Vichy, René Bousquet, ira jusqu'à refuser d'autoriser le départ vers les États-Unis de 1000 juifs, enfants juifs, que des organisations caritatives se proposaient d'accueillir. La volonté d'anéantissement n'est plus approuvée. À partir de tous ces éléments, on peut donc prouver de manière irréfutable qu'il n'y a pas eu de volonté de politique de Vichy de sauvegarde des Juifs français. On est d'accord? On est d'accord. Non, Vichy n'a pas mené une politique de sauvegarde des Juifs français. Le 11 novembre 42, le 43e et dernier convoi de l'année quitte la gare du Bourget par Auschwitz. À son bord, 743 Juifs. Fin juin, le général Dauberg, délégué du Reichsführer SS dans la France occupée, exige que la France livre 40 000 Juifs pour les camps de travail. L'objectif fixé par Berlin est dépassé. Le zèle du gouvernement de Pétain a rapporté ses fruits. Plus de 41 800 Juifs ont été déportés, alors que Berlin n'en réclamait que 40 000. Le 11 décembre 42, par la loi numéro 1077, le gouvernement de Vichy impose le tampon juif sur la carte individuelle d'alimentation, en plus de la carte d'identité, et ce, pour tous les Juifs, aussi bien français qu'étrangers.
Pendant ce temps, en Italie, Mussolini, étant mis au courant des atrocités nazies commises contre les Juifs, ordonne de ne pas livrer un seul des 25 000 Juifs qui se trouvent dans sa zone d'occupation. Et donc, les autorités militaires italiennes, qui occupent le sud-est de la France, protègent, malgré eux, autant les Juifs français qu'étrangers, contre les mesures de Vichy. Et donc, évidemment, ce n'est pas à mettre au crédit du régime de Vichy. Donc j'insiste sur ce point. Tu es en train de nous dire que dans la zone occupée par l'Italie, la Savoie et une partie de la Côte d'Azur, aucun des 25 000 Juifs n'a subi le même sort. Maintenant, cette politique de Vichy, est-ce qu'elle se poursuit en 1943? Et évidemment, on a envie de poser la question, qu'en est-il des actes de résistance? On peut en citer un célèbre. En janvier 1943, par exemple, le commissaire Jean Philippe, commissaire à Toulouse, résistant du réseau Alliance, démissionne de la police, car on vient de lui donner l'ordre de traquer les Juifs, et sa lettre adressée au commissaire central de Toulouse est exemplaire. J'ai le regret de vous rendre compte de ce que la politique actuellement suivie par notre gouvernement n'étant pas conforme à mon idéal, je ne saurais désormais servir avec fidélité. Je refuse, et sous mon entière responsabilité, de persécuter des Israélites qui, à mon avis, ont droit au bonheur et à la vie aussi bien que monsieur Laval lui-même. Fin de citation. Heureusement, il y avait des héros. Contraint à la clandestinité, il sera activement recherché par les autorités de Vichy et arrêté par la Gestapo. Il sera fusillé le 1er avril 1944. Son nom doit être honoré et ne jamais être oublié, le commissaire Jean Philippe. Continuons la chronologie. Le 22 janvier 1943, la police française et allemande ont conjointement raflé 20 000 personnes au Vieux-Port de Marseille. Cette rafle, à l'initiative de René Bousquet, qui signera l'ordre de mission 6 mois seulement après le Veldiv, se déroulera sous son entière responsabilité et autorité. Alors que les nazis se préparaient à se cantonner aux limites du premier arrondissement, toujours épris d'un zèle extraordinaire, Bousquet propose d'élargir l'opération à toute la ville. Et elle s'est effectivement étendue au quartier de l'Opéra, où de nombreuses familles juives y vivaient à proximité de la grande synagogue de la rue Breteuil. Et c'est ainsi que 250 familles juives ont été raflées dans la brutalité la plus inouïe. D'après le mémorial de la Shoah, 800 juifs sont envoyés vers Sobibor. Le célèbre quai du Vieux-Port sera renommé, après l'opération, le quai Pétain. Le petit Marseillais du 30 janvier 1943 ajoute: précisons que les opérations d'évacuation du quartier nord du Vieux-Port ont été effectuées exclusivement par la police française et qu'elles n'ont donné lieu à aucun incident. Jacques Delarue, un gardien de la paix, assiste à l'évacuation et témoigne. Le spectacle de ces familles soudain misérables avait quelque chose de vraiment poignant. Les vieillards et les enfants pleuraient et grelottaient dans le matin glacial. Tout ce monde surchargé de paquets hétéroclites s'interpellait, interrogeait les agents, cherchant à comprendre les causes du malheur qui les frappait si brutalement. Alors, point très important, là tu nous dis que cette opération est à l'initiative de Bousquet. Du coup, j'ai envie de te demander, est-ce qu'on a d'autres preuves irréfutables de la responsabilité de Philippe Pétain? On pourrait imaginer qu'il n'était pas au courant ou en désaccord avec Bousquet. Dans la première partie de l'émission, je vous avais parlé au début de preuves irréfutables qui, comme l'ADN, a permis de confondre sans aucun doute des criminels. Eh bien, après le document signé de la main de Pétain aggravant le sort des Juifs, en voici une autre qui répondra directement à ta question. On dispose aujourd'hui d'une preuve sonore, celle-ci, puisque dans les archives radiophoniques, on découvre un enregistrement daté du 3 mai 1943 où l'on entend Pétain avoir un petit rire glaçant à l'évocation de la rafle de Marseille et la destruction de la rive droite du Vieux-Port et déclarer: ce n'est pas dommage, je suis même assez d'accord que ce quartier ait été mis à terre. Enregistrement mis en ligne sur Internet et à la disposition de tous. Le gouvernement de Vichy va, le 30 janvier 1943, créer la Milice française, organisation politique paramilitaire pour suppléer la Gestapo contre les résistants, mais aussi pour traquer les Juifs.
Le 10 février 43, à 23 heures, sous les ordres d'Émile Hennequin, le directeur général de la police municipale de Paris, dirige une action d'une brutalité rare, si violente que l'inspection générale des services est saisie d'une demande d'enquête. 1500 juifs sont arrêtés, dont 500 ont plus de 70 ans. Parmi eux, 1000 juifs français, aussi déportés vers Auschwitz. Je le redis, Vichy n'a pas mené une politique de sauvegarde des juifs français. En juin 43, le chef de la Gestapo à Berlin décide de ne pas répondre favorablement à la demande française d'envoyer 250 policiers spécialisés dans la traque des juifs, pourtant réclamés par Vichy. Fort heureusement, Berlin avait d'autres impératifs à ce moment-là. La solution finale n'était plus la priorité, mais plutôt la lutte contre la résistance et le communisme. Le 8 juillet 43, à la veille du débarquement allié, bien sûr, en Sicile, sur la BBC, le chroniqueur Paul Bouchon lance un avertissement clair à l'antenne. Il faut que chaque fonctionnaire français qui est chargé de s'occuper des questions juives comprenne qu'en exécutant les ordres qu'il reçoit se rend complice d'un crime. Fin de citation. Jusque-là, la chasse aux juifs représente environ 40% de l'activité de la police municipale parisienne. En 44, réduit à l'état de gouvernement fantoche, Vichy abandonne les juifs français de vieille souche que la police rafle sur ordre allemand à Bordeaux, Poitiers ou Belfort. Désormais étrangers et nationaux sont frappés indistinctivement. Le 3 et 4 février 44 sera la dernière rafle en France. Donc, 43, 44, création de la milice, on continue les rafles. Concrètement, c'est quoi le bilan de ce qu'on peut appeler la solution finale en France? Le bilan de la solution finale en France s'élève à environ 76 000 vies juives exterminées, dont 24 000 de nationalité française et 51 000 de nationalité étrangère. 20% des enfants déportés, puis dans les camps, étaient de nationalité française. Aucun enfant juif ne reviendra. Aucun. Alors, qu'est-ce qu'on sait de l'après-guerre et des conséquences directes sur le gouvernement de Vichy? Alors, après la guerre, on peut remonter, par exemple, en novembre 1978, mis en cause pour son rôle dans la déportation des Juifs sous l'occupation, Jean Leguet, l'ancien adjoint de René Bousquet, déclare au Monde « J'ai fait le métier que je devais faire au mieux ». Et plus précisément, quand il est interrogé sur la rafle du Veldiv, il fait une réponse stupéfiante. C'est un détail. Je crois vraiment que ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails. Un détail, disait-il. Ça ne vous rappelle rien? Et la reconnaissance de la responsabilité de la France. Il a fallu attendre longtemps pour que cette notion de responsabilité soit enfin reconnue. Tu as raison, Jérôme. Il faudra attendre le 16 juillet 1995 avec le discours du président Chirac, reconnaissant la responsabilité de la France dans la persécution des Juifs. Je cite un rapide extrait. « Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français. La France, patrie des Lumières et des droits de l'homme, terre d'accueil et d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. » Fin de citation. Est-ce qu'on a des exemples de pays occupés par les nazis qui ont refusé cette politique? Naturellement, je peux terminer cette démonstration par l'exemple de pays comme le Danemark, envahi lui aussi par la Wehrmacht, doté d'un gouvernement formellement libre, comme la France, menant une politique de collaboration d'État, comme la France, prouve qu'il était possible de faire barrage à la solution finale. Car contrairement à Vichy, le gouvernement danois d'union nationale n'engage aucune politique antisémite, et ce, malgré les demandes nazies. Le Danemark refuse de s'en prendre aux 6500 juifs de son royaume. Quand Hitler ordonne la déportation des juifs danois en septembre 1943, l'occupant, ne pouvant compter sur le gouvernement et l'administration du pays, doit mobiliser 1500 policiers allemands pour le faire eux-mêmes. Bilan de la rafle, moins de 500 juifs sont trouvés à leur domicile avant d'être déportés, d'où presque tous reviendront.
Mais est-ce qu'on peut quand même vraiment comparer l'occupation du Danemark avec l'occupation de la France? J'entends d'ici effectivement me dire que le Danemark étant plus éloigné, peut-être était-ce plus facile de s'opposer au régime de l'occupant et que pour 6500 juifs, peut-être que les Allemands n'avaient pas la même énergie à dépenser qu'en France, pensez-vous? Alors, laissez-moi vous citer encore un exemple. L'exemple belge, où à Bruxelles, capitale d'une Belgique occupée par les nazis, le bourgmestre Jules Kolst a délibérément refusé de faire appliquer l'ordonnance allemande relative à l'obligation du port de l'étoile jaune en mai 42, un mois et demi avant le Veldiv en France. Et il a refusé de prêter sa police pour rafler des juifs. Son courage l'a conduit en 44 à son arrestation et à sa détention en Allemagne, mais il en ressortira vivant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en synthèse de la politique de Vichy et de la responsabilité du maréchal Pétain? Alors, ce qu'il faut retenir de très important, c'est qu'on peut donc affirmer que Vichy n'a pas mené une politique de sauvegarde des Juifs français. Affirmer le contraire, c'est du négationnisme. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cela vous a plu. Merci beaucoup Jérôme, c'est ainsi qu'on va conclure cette deuxième partie émission Jewish Story spéciale consacrée à la responsabilité de Philippe Pétain dans la déportation des Juifs, à partir de laquelle on peut affirmer de manière très claire que non, Philippe Pétain n'a pas cherché ni sauvé des Juifs français ni étrangers. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur Tandem TV et Jérôme, je te dis à très bientôt pour une nouvelle chronique de Jewish Story. À très bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.